Quiconque a l'idée un jour d'aller faire un tour dans 2 grands musées parisiens, le musée Guimet ou le musée Cernouski, tombe forcément sur de merveilleux bronzes archaïques chinois qui ont l'air sauvages, qui ont l'air austères, mais lorsqu'on s'approche, on s'aperçoit que sur leurs flancs courent, ou du moins ont l'air d'être fixes, mais bougent énormément, toutes sortes de motifs qui s'entrelacent, qui s'appellent les uns les autres et qui sont composés de parties d'animaux différents qui ne sont pas monstrueux, et ce qui fait que ces hybrides finissent par faire apparaître une notion fondamentale dans la civilisation chinoise, qui est la notion de la transformation. Puisque vous savez que l'un des principes de la philosophie chinoise qui traverse tous les courants de pensée est que l'univers est fait d'un souffle qui nous traverse tous, qui traverse tous les êtres, et chaque individu est fait de la rencontre de plusieurs éléments qui s'organisent en fonction de ce souffle. L'hybridation m'a évidemment rapporté, ramené vers l'hybridation des civilisations, les rencontres entre l'Orient et l'Occident, et particulièrement vers un personnage de notre histoire européenne qui est le grand philosophe Leibniz, que tout le monde connaît, et qui a longuement écrit sur la Chine et qui a dit tout ce qu'il devait à la Chine. C'était un grand passionné de l'écriture chinoise dont il voulait faire une sorte d'écriture universelle. Il a dit aussi tout ce qu'il devait au I Ching, c'est-à-dire le livre des mutations, ce traité chinois que les missionnaires jésuites ont fait connaître en Europe à partir de la fin du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle. Et c'est dans ces écrits des seuls voyageurs qui pouvaient nous transmettre des idées à l'époque que Leibniz a trouvé une notion fort importante pour lui, qui est la notion binaire. Le monde est binaire. En chinois, il y a le yin et le yang. Et cette notion binaire lui a inspiré son calcul binaire, que tout le monde connaît. Et tout à coup, j'ai réalisé que le calcul binaire était à l'origine des ordinateurs. Je me suis donc dit qu'il y avait là une hybridation absolument extraordinaire. Et je me suis mise à regarder d'un œil tout à fait nouveau, non seulement les bronzes, mais également des pièces beaucoup plus anciennes. C'est pourquoi notre première rencontre ressemblera à, non pas un catalogue, mais une sorte d'exploration des temps anciens de l'art chinois à la recherche de tout ce qui peut ressembler à un hybride, en tentant de s'interroger, bien sûr, sur le sens de ces représentations que nous avons du mal à comprendre, que nous soyons occidentaux ou chinois, car il n'y a pas de texte pour les expliquer. Mais les images sont là et elles nous disent en tout cas beaucoup de choses sur l'angoisse des hommes et la façon dont ils essayent d'expliquer l'univers qui les entoure. Eh bien, comment ces hybrides, peu à peu, au milieu du premier millénaire avant notre ère, se transforment, se mêlent à l'homme, justement, et finissent par le réintroduire son image dans l'art chinois. Comme si tout à coup, c'était les hybrides, il avait fallu passer par l'hybridation avec l'ensemble de l'univers pour que l'homme ose se représenter ou être représenté. Et à ce moment-là, comment est-il représenté à travers ces hybrides ? Eh bien, il est représenté pour conduire à ce qui est le rêve de chacun d'entre nous, c'est-à-dire conduire à l'immortalité ou à la représentation d'une forme d'immortalité. Notre deuxième rencontre nous conduira donc à la recherche des immortels. La troisième rencontre nous amènera face à un personnage que vous connaissez tous, sous des formes
malheureusement assez désagréable, c'est le dragon. Mais vous le savez aussi bien que moi, le dragon en Chine n'a pas du tout le même sens qu'en Occident. Et ce dragon, il apparaît sur les bronzes archaïques d'une manière très ancienne, mais à partir de l'époque des Han, c'est-à-dire au moment où, aux environs de notre ère, l'immense empire unitaire des Han tente d'organiser non seulement la vie politique, mais également la cosmogonie, mais également la philosophie du monde, eh bien ce dragon devient une représentation de la nature en même temps qu'un symbole du pouvoir. Donc notre troisième rencontre va nous emmener sur la piste du dragon. Et un dragon qui a aussi une autre particularité, et c'est qu'il est quasiment le seul hybride ou l'un des très rares hybrides qui parvient à survivre au grand choc culturel du premier millénaire de notre ère, donc les siècles qui suivent la célèbre dynastie des Han. Et ce choc, c'est le choc bouddhique, puisque vous savez que le bouddhisme s'implante en Chine, d'abord très lentement, à la fin du 1er siècle de notre ère, mais c'est à ce moment qu'une première école de traduction est créée à Luoyang, et à partir de ce moment-là, le bouddhisme devient une philosophie extrêmement étudiée, appréciée en Chine et contribuant à remodeler complètement l'univers intellectuel chinois. Avec cette philosophie du bouddhisme, les hybrides vont changer, car le bouddhisme souligne une notion qui n'était pas du tout aussi apparente dans la société ancienne chinoise, c'est la notion du mal. Et l'on voit donc apparaître, du point de vue des représentations, qui est le nôtre, et de nouvelles figures qui sont des hybrides créés pour lutter contre le malin, pour lutter contre le mal. La quatrième rencontre nous promènera à travers le deuxième millénaire de notre ère, en nous amenant jusqu'au XXe siècle et presque jusqu'au XXIe, à travers des artistes. Et c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de la pensée chinoise. C'est le moment où les hybrides sont avant tout des hybrides de l'esprit, puisque depuis le XIe siècle, les intellectuels chinois n'ont de cesse de tenter de mettre ensemble tous les éléments de pensée dont ils disposent pour essayer de comprendre l'univers, afin d'en réaliser un système cohérent. C'est ce que nous appelons pour le XIe, XIIe siècle le néo-confucianisme, à travers lequel ils essayent de synthétiser le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Mais nous voyons naître aujourd'hui, depuis 50 ans, et extrêmement vivant au cours de ces dernières années, de nouvelles formes de synthèse qui tentent de donner, par exemple, une audience internationale au confucianisme en faisant une pensée qui s'hybride suffisamment pour parler à d'autres peuples que le peuple chinois. Et les Chinois, en revanche, espèrent que des religions, comme par exemple le christianisme, accepteront de s'adapter à la société chinoise, peut-être en se transformant. Et c'est cette notion d'hybridation de la pensée que les grands artistes d'aujourd'hui traduisent d'une manière quasiment obsessionnelle. Et pour notre dernière rencontre, nous aurons la chance d'accueillir un très grand calligraphe chinois qui vit à Paris, qui s'appelle Ye Xin, et qui viendra à travers une démonstration qui, d'une manière vivante, nous fera percevoir, par exemple, mais je sais que son imagination est grande et qu'il nous emmènera aussi vers d'autres chemins, mais par exemple, il nous fera comprendre quelles sont les mutations qui se lisent à travers la calligraphie et les différentes formes calligraphiques nées au fil des âges.